Bonjour et bienvenue à l'Entracte Martial. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier Boutonnet, expert en Tai Tzu Chuan. Olivier s'est consacré très jeune à la pratique des arts martiaux et des sports de combat. Ce sera la rencontre avec le Tai Tzu Chuan qui le mènera sur le chemin d'un idéal de complétude dans les lettres et le combat. Professeur au ministère des Armées depuis 17 ans, avec pour spécialité le monde chinois, Olivier y a une double casquette, puisqu'il enseigne également la protection et la défense personnelle. Co-dépositaire de l'enseignement de Wu Jiaoben, Olivier partage aujourd'hui avec nous les fruits de son expérience. Authenticité, perte, pratique martiale, pratique sportive et protection personnelle. Un entretien très riche que je vous laisse apprécier sans plus attendre. Donc la question aujourd'hui c'est, qu'est-ce qu'un art martial authentique ? Comment tu définirais, qu'est-ce qui caractérise l'authenticité? Ah oui, alors ce sont deux questions différentes. Alors, est authentique ce qui demeure conforme à sa vocation, à sa destination. Ça, on pourrait dire, c'est la définition de départ. Ensuite, l'authenticité n'est pas l'apanage des arts martiaux. On en discutera tout à l'heure, mais les sports de combat sont tout aussi authentiques, ou en tout cas ont un rapport à l'authenticité plus simple, je dirais. C'est plus facile pour eux de rester authentiques. Et alors, pour poser la problématique, il y a 3 points, je crois, qui sont importants. Le premier, c'est que l'authenticité ne rime pas avec l'ancienneté. Ce sont 2 choses qui n'ont rien à voir. Je me rappelle un professeur d'anthropologie qui était passionnant à Nanterre, qui s'appelle Remo Guidieri, qui nous avait raconté l'anecdote suivante. Il allait régulièrement en Océanie pour ses terrains de recherche. Et puis, un jour, quelqu'un lui a demandé de ramener un artefact authentique. Donc, Guidieri y pense lors de son voyage suivant. Et puis, il se trouve qu'il assiste à un rituel et que pour ce rituel, un masque a été fabriqué, taillé, gravé et a été porté dans le cadre du rituel. Donc, Guidieri arrive à obtenir le masque et il rapporte le masque à celui qui lui avait demandé un artefact et il lui explique le cadre dans lequel il a eu ce masque et la personne n'en a pas voulu, estimant que ce n'est pas authentique car ce n'était pas ancien. Donc il y avait une confusion. L'authenticité n'a rien à voir avec l'ancienneté, ça c'est une première chose. Un deuxième point important, c'est que l'authenticité n'est pas un état de fait naturellement pérenne. Ça, c'est très important. En chinois, on parle de fanzhen, c'est-à-dire revenir à l'authenticité. L'expression trouve son origine dans le Zhuangzi, qui est un texte ancien, un texte qui a été rédigé sur plusieurs siècles, et grosso modo, sa forme aboutie, c'est le début de notre ère, pour être rapide. Et il y a cette phrase dans ce texte-là, veiller à demeurer tel quel pour alors n'engendrer aucune perte. Celui qui parvient à faire ça, on dit de lui qu'il retourne à l'authenticité. Il y a 2 mots vraiment importants là-dedans. Le premier, c'est jin, veiller à. Donc là, on perçoit la dimension de vigilance et de rigueur, veiller à quelque chose. C'est donc Et le deuxième mot important, c'est retourner à l'authenticité. Le retour, c'est un mouvement, mais c'est aussi un effort, parce qu'au lieu de suivre le cours, on remonte le cours, puisque l'on revient. Et donc là, on comprend que l'authenticité résulte d'une tension, d'un effort, qui vise à lui rester fidèle, qui vise à demeurer conforme à la destination de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Donc l'authenticité ne tombe pas du ciel comme ça, une fois pour toutes. C'est sans cesse un effort, c'est un travail permanent. L'authenticité se cherche, elle se construit, elle se cultive. Ça, c'est le deuxième point important. Le troisième point important, c'est demeurer conforme à sa vocation. Quels sont les niveaux à considérer pour ça ? Il y en a au moins 3, je crois. Le premier, c'est le système ou la discipline en elle-même. Demeure-t-elle conforme, fidèle à sa vocation première au fil de son évolution ? C'est intéressant parce que ça pose la question des pertes. Le deuxième niveau, c'est soi-même.
Est-ce que mon engagement dans ce système, dans cette pratique, dans cette discipline est conforme à mes aspirations propres, existentielles, personnelles? Donc ça, c'est intéressant parce que ça pose la question de l'éthique, hein, l'éthique, la cohérence existentielle que l'on se construit. Et puis, le troisième point, c'est la question de la situation, de l'environnement. Est-ce que ce qui faisait la vocation de la discipline au départ correspond à la situation présente, ou plutôt à l'inverse, est-ce que la situation présente correspond aux besoins et à la vocation de la discipline de départ? Et c'est souvent là que se trouve le problème pour les arts martiaux. Nous vivons en grande majorité dans une société où on n'a pas besoin de se défendre sa vie en sortant de chez soi tous les jours. Puis il y a des lois. Et puis il y a des lois. Oui, c'est un ensemble de choses. Disons qu'il y a une histoire sociale, politique, qui fait que dans notre, en tout cas là, dans nos contrées, sous nos latitudes, on est bon. Et donc il y a un décalage. Et c'est probablement un des pièges, un des écueils des arts martiaux. Enfin, quand je dis arts martiaux, c'est au sens large, les arts de combat, parce que l'art martial militaire, partir sabot clair dans une démarche symétrique à l'ancienne, c'est pas la même chose qu'une pratique à vocation plus individualiste, avec une recherche plus poussée sur certaines choses. Donc, arts martiaux, arts de combat, on va dire. Et typiquement, ce problème de décalage, les sports de combat ne l'ont pas. Les sports de combat ne l'ont pas, les arts martiaux l'ont. Les arts martiaux se heurtent à ce problème et c'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de déperditions dans les arts martiaux alors qu'il n'y a pas ça en sport de combat. Sport de combat, si on prend la signification du mot sport, on peut relire l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité d'Henri Irénée Marrou, on peut lire Virgile, on peut étudier l'histoire sociale en Angleterre du XVe au XVIIIe siècle. On va s'apercevoir que le sport, c'est un tripode, c'est le divertissement, la compétition et l'éducation. Donc les sports de combat et sport, restent fidèles à leur vocation, qui est de divertir, de se confronter dans un cadre régulier et d'éduquer, d'instruire. Donc en cela, les sports de combat ont un rapport à l'authenticité qui est beaucoup plus simple que les arts de combat ou les arts martiaux. Donc ça ouvre déjà 3 chapitres intéressants. Le premier chapitre, c'est celui des pertes. Hein. Deuxième chapitre, celui de l'éthique. Et le troisième chapitre, c'est la différence entre l'art martial et le sport de combat. Donc 3 chapitres qu'on pourra aborder si tu veux. Alors, tu as bien décrit donc, la différence entre sport de combat... Ah, j'en ai pas encore parlé. Il y a une vraie différence. Oui. Alors, peut-être que oui, alors c'est peut-être implicite, mais effectivement, donc ce placement... moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas en fait pratiquer, enfin du moins la perte a eu lieu dans le cadre du sport. Il continue de pratiquer, à faire du sparring, donc il n'y a pas entre guillemets de perte dans l'authenticité de la pratique. Et dans le cadre martial, est-ce qu'aujourd'hui on a les mêmes, du moins est-ce qu'on va sortir et qu'on va se faire attaquer par des brigands? Je ne dis pas que c'est impossible, mais la probabilité est beaucoup plus faible qu'il y a 2 siècles ou 3 siècles, voire même 50 ans. Donc là, du coup, ça nous fait aborder les 3 chapitres en même temps. C'est une vraie bonne question. Alors, oui, mais très bien. Abordons comme je dirais comment tu vois les choses. Voilà, on va essayer de prendre les 3 comme ça, survoler les 3. Les arts martiaux, les arts martiaux authentiques, c'était ta question. Qu'est-ce qu'un art martial authentique? Donc, c'est un art martial qui demeure conforme à sa vocation, à sa destination. Il se trouve que si je prends les disciplines chinoises, celles que je connais le moins mal, il y a eu énormément de pertes. Les pertes, comme bien souvent d'ailleurs, peuvent être appréhendées sur 2 échelles différentes. Une échelle micro, c'est-à-dire l'échelle des individus, et une échelle macro, l'histoire d'une communauté, d'une société, d'un groupe social constitué. Si on prend l'échelle macro pour commencer, on jette toujours la pierre aux communistes à partir de la révolution culturelle, et puis même avant.
Mais en réalité, ils n'ont fait enfoncer qu'un clou qui était déjà bien planté auparavant par les républicanistes. Juste pour recontextualiser, la fin du 19e siècle a été une période tourmentée, très compliquée en Chine, qui s'est notamment soldée par la révolte des Boxers, qui a été un massacre où des Chinois des pratiquants d'arts martiaux pensaient pouvoir résister à des balles grâce à leurs incantations, à leurs tatouages pour bouter les étrangers hors de Chine. Mais ça s'est pas passé comme ça, et ils se sont fait massacrer. Sur l'eau, eh bien, ma foi, les flottes chinoises n'ont pas vu le jour par rapport aux flottes européennes. Ça s'explique aussi historiquement parce qu'un édit d'un empereur Ming avait interdit les grandes expéditions maritimes qui avaient fait la gloire de Zheng He au XVe siècle. Et donc tout le savoir-faire naval chinois s'était perdu depuis. Bon. Et donc les Chinois se font humilier sur terre, sur mer. Et donc à partir de là, c'est la fin de l'Empire, donc évidemment avènement de la République en 1912, mais on va dire que les grandes réformes structurelles qui commencent en 1898 conduisent à la chute de l'Empire, et elles se sont accompagnées par des mouvements réformateurs très forts, républicanistes, et notamment on désigne un coupable pour l'humiliation de la Chine. Ce coupable, ce sont les superstitions de l'héritage traditionnel. Tous les champs de l'activité humaine qui relèvent de la tradition chinoise. Il faudra définir la tradition, mais... Si on peut dire, c'est tout un pan, en fait, c'est 2000 ans, 2500 ans. Oui, alors le problème, c'est qu'en plus, si on reste sur le domaine des arts martiaux, on a il y a une tendance majoritaire en Chine qui a imposé l'analogie à la causalité, même si le raisonnement démonstratif cause-conséquence est quand même présent, bien sûr, en Chine. Lévy l'a prouvé dans un livre. Néanmoins, la dimension analogique est un peu plus prégnante. Et de fait, on a ces correspondances entre les microcosmes et le macrocosme. Et donc, il y a des jeux de renvoi, comme ça, par analogie. Et donc, le corps est en lui-même un univers à part entière, avec son administration, avec son armée, avec ses principes et toute son économie et sa politique. Eh bien, il y a des... Et en plus, il y a toute la dimension après ésotérique au sens propre du terme, etc. Ce qui fait que les pratiques martiales est baignées dans une symbolique cosmologique très importante, avec une dimension allusive très importante aussi, avec évidemment des clés à trouver pour décoder de nombreux symboles, etc. Et tout ça a été taxé, je raccourcis, mais tout ça a été taxé de superstition, et donc tout ça devait disparaître. Et pour faire simple, les écoles, les enseignements martiaux à la fin de la charnière 19e, 20e siècle ont reçu l'ordre d'abandonner tout ça et de s'inspirer des sciences, notamment à partir des années 20, des sciences physiques occidentales, pour construire une éducation physique et sportive débarrassée de tous ces oripeaux superstitieux qui étaient la cause de la faiblesse de la Chine. Et ce qui fait que dans les traditions martiales chinoises, il y a tout un pan d'expressions, de proverbes, de poèmes, de chansons propres à chaque école, que les autres ne pouvaient pas déchiffrer, donc ne pouvaient pas comprendre le sens caché, ils pouvaient comprendre le premier degré de lecture, mais pas le deuxième, parfois le troisième. Et donc les explications les clés de décodage de tous ces textes-là, petit à petit ont disparu. Et donc, il fallait, lorsque l'on va parler, par exemple, de la dimension de l'esprit, l'esprit qui est le Shen, qui est au matin du procès cosmologique, mais qui se trouve dans la triade des 3 trésors dans le corps humain, qui se trouve être la dimension la plus éthérée. Eh bien, c'est le travail sur l'intention. Eh bien, par exemple, ça va faire partie des choses. Cette corrélation-là, cosmologie-intention, va se perdre, va disparaître, parce qu'elle est dangereuse pour les gens qui la pratiquaient. Parce qu'ils n'avaient plus le droit de pratiquer ça. Donc, à force de cacher, ça s'est perdu. Alors, quelques lignées familiales ont survécu, mais ça s'est, pour l'essentiel, perdu. Là-dessus, à partir des années 20, il y a eu aussi tout un courant où, puisque les kung-fu étaient devenus des arts d'éducation physique et sportive, se sont rajoutées dessus d'autres notions propices à l'émancipation
l'épanouissement des individus, donc la charité chrétienne, la compassion bouddhique, toutes ces choses-là. Et on arrivait à quelque chose qui non seulement avait déjà perdu les clés qui ouvraient les portes de ces principes applicatifs qui étaient tenus secrets pour des raisons bêtement pour ne pas éduquer un adversaire potentiel, un agresseur potentiel. Donc ça avait été perdu. Et puis en plus, il y avait maintenant toute cette dimension de construction existentielle qui est venue se greffer là-dessus. Ce qui fait que on a eu une période, on va dire jusqu'en 1930, du début du XXe siècle jusqu'en 1935, où les traditions martiales ont perdu l'essentiel des pertes des traditions martiales. C'est passé à cet endroit-là, à cette époque-là. Donc les communistes continueront, mais le mal a été déjà fait. Et puis, évidemment, la perte à l'échelle micro sont les individus. Alors, celle-ci se rend compte d'autant plus facilement qu'il y a des pertes à l'échelle macro. Après, c'est transmission d'être humain à être humain avec ce que ça peut comporter de pertes de transmission. Alors, du coup, là, c'est un point qui m'est cher, c'est par commodité, on parle toujours de discipline, qu'on parle des disciplines, mais en fait, c'est pas ça qui importe. Ce sont toujours les individus. Pour avoir rencontré pas mal de monde, parce que j'ai beaucoup cherché en Chine aussi, beaucoup de choses sur le plan martial. Et puis, donc, par commodité, on parle des disciplines, mais ce sont les individus surtout. Donc ça, c'est le premier chapitre qui explique, grosso modo, un peu pourquoi les arts martiaux chinois, par exemple, sur le premier niveau à considérer l'authenticité, c'est-à-dire la discipline en elle-même, se heurte à un réel problème d'authenticité. Ça nous amène au deuxième chapitre des 3 chapitres proposés, qui est le rapport à soi-même dans l'authenticité. Parce qu'il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation physique et sportive, elle est pour tous. Le piège des arts martiaux aujourd'hui, ou de ce que l'on classe dans les arts martiaux, c'est que n'importe qui peut aller faire n'importe quoi. On a tous le droit d'aller acheter le même produit sur une étagère dans un supermarché. Sauf que là, c'est par exemple une démarche qui est rigoureusement contraire aux arts de combat, tels que la tradition chinoise peut les considérer, qui est extrêmement élitiste. Ce qui est assez touchant dans cette tradition-là aussi, c'est que tout le monde n'est pas fait pour le même système, ni pour la même discipline. Donc à chacun de trouver et d'être accepté dans la discipline qui lui correspond. Mais c'est une démarche aussi qui peut être une démarche de toute une vie. Et donc, il n'y a pas cette forme d'égalité, ou même oserais-je dire d'égalitarisme. Tout le monde peut réussir en Taizhou, tout le monde peut réussir en ceci, en cela. Quelle est la démarche derrière ? Si c'est une démarche d'éducation physique et sportive, oui, tout le monde peut aller faire de tout. Si c'est tout le monde ne sera pas champion olympique. Non, mais là, justement, on est au cœur de la problématique de l'éthique sur cet aspect-là, c'est-à-dire quelles sont mes aspirations propres. Si mon aspiration propre, c'est juste de me faire du bien, eh bien, très bien. On pourrait créer une 3e catégorie qui serait les arts d'opposition et de construction. C'est à peu près ce qui représente l'essentiel de l'enseignement dans les clubs. Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Les arts de santé. Mais même d'opposition, parce qu'il y a quand même de l'opposition. Ouais. Ce qui m'ennuie dans ces débats, c'est que souvent les gens établissent des jugements de valeur, des hiérarchies de valeur. L'authenticité, c'est quelque chose d'intime. C'est une démarche intime. Il n'y a pas de jugement de valeur dans l'absolu, à condition de respecter ces 3 niveaux de travail sur l'authenticité. Donc, un art d'opposition et de construction tel qu'on peut voir la plupart du temps, ce que sont aujourd'hui le tai chi chuan dans la plupart des clubs, le karaté, le kung fu, ceci, cela, ma foi, si j'y trouve ce que je cherche, c'est parfait. En cela, c'est authentique. Par rapport à moi, je suis sur mon 2e niveau. Mais si en revanche, je m'imagine travailler l'art de combat à la vie, à la mort, comme à l'ancienne, et je vais dans ce genre de club, là, il y a un problème, il y a un décalage. C'est souvent ça. Là, il y a un décalage. Ce que les sports de combat n'ont pas, eux, parce qu'il y a le réel. Et quelqu'un qui va faire du sport de combat et qui va donc se mesurer à quelqu'un d'autre, il va se mesurer au réel. Et donc, au regard de la vocation première du sport de combat et au regard de ce qu'il cherche lui, si ça colle pas, il va s'en rendre compte assez vite. S'il ne s'épanouit pas ou s'il est pas bon et qu'il perd à chaque fois.
Par contre, il va se rendre compte assez vite si ça lui correspond ou pas. Mais parce que le réel est à portée de main avec les sports de combat. On peut pas tricher. Le problème de l'art martial qu'on assimile, qu'il faut assimiler à la self-défense, parce que l'art martial, c'est survivre et tuer, si nécessaire. Eh bien, le problème, c'est qu'on peut se préparer à un réel qui n'arrive jamais. Et comme ce réel n'arrive jamais, on peut avoir tendance à le déformer, voire à le fantasmer, et à se complaire dans des réalités creuses, que Mounier, un philosophe de la résistance que j'aime bien appeler des romantismes, qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Et si un jour, hélas, le réel vient frapper à la porte, la désillusion est terrible. Et là où je veux en venir, c'est que du coup, le rapport à l'authenticité est très simple pour les sports de combat. Le sport de combat, lui, n'a pas failli à sa vocation première. Et les gens qui vont vers les sports de combat savent à peu près ce qu'ils cherchent, et donc ils sont en adéquation. Et ma foi, tout fonctionne plutôt bien. Les arts martiaux, c'est une autre histoire, parce que là, on imagine un réel avec lequel on serait capable de composer, alors que souvent, c'est pas si simple. C'est ce qui est vendu aussi. C'est ce qui est vendu, mais oui, bien sûr, c'est ce qui est vendu. Pas dans tous les clubs, mais il y en a qui disent... Ouais, c'est sûr. Et alors, là où il y a une difficulté supplémentaire pour l'art martial, il y en a plusieurs même, c'est que, d'une part, si on veut vraiment un art martial au sens vraiment art de combat, art de défense, ce que j'ai voulu moi par exemple, ça demande une exigence et une rigueur du vivre permanente. C'est-à-dire que on fonde ça sur une véritable éthique, sur une véritable ascèse martiale, sur une véritable cohérence existentielle. Et ça veut dire qu'on organise sa vie par rapport à ça. Un exemple tout simple, tout bête. Les gens vont aller au sport, vont à leur club d'arts martiaux, ils vont d'art d'opposition, de construction, et ils vont faire leur séance 2, 3, 4 fois par semaine, très bien. Ils vont. Ok. Puis le reste du temps, ils vont passer à autre chose. Mais par exemple, on peut dire que dans les zones que l'on traverse dans notre vie quotidienne, on peut les séparer en 3. C'est d'inspiration militaire, ça. Il y a la base arrière. La base arrière, par exemple, c'est lorsque une menace va devoir franchir un certain nombre d'étapes avant de nous parvenir, et que ce nombre d'étapes va être suffisant pour nous mettre en éveil. Donc a priori, dans la base arrière, on peut relâcher. Il y a la zone ennemie. On sait que ça va partir. On est prêt, c'est imminent. Ces deux choses-là sont assez simples à gérer. Et puis il y a la zone la plus compliquée à gérer, qui est la zone intermédiaire entre les deux, et qui fait l'essentiel de notre quotidien, sitôt qu'on sort de notre base arrière. Mais les gens ne sont pas ce qu'ils font, ils ne sont pas ce qu'ils sont à ce moment-là. Donc, un exemple tout bête, mais sitôt qu'on sort d'une base arrière et qu'on passe dans une zone intermédiaire, il y a une démarche à mettre en place. Qui le fait, ça ? Personne. Si tu t'engages dans une vraie démarche martiale, ça fait partie des incontournables. Un autre exemple. Tout le monde a conscience de ce qu'il y a à perdre. Dans les sagesses existentielles, on part toujours d'une physique de la nature. On essaie de comprendre, d'avoir une idée de la façon dont le monde fonctionne, et puis ensuite on va dire, bon, puisque je crois que le monde fonctionne comme ça, alors à ce moment-là, je vais essayer de m'y positionner de telle manière. Donc, par exemple, un croyant pratiquant ne se positionnera pas dans le monde de la même façon qu'un athée. Mais chacun trouvera place dans le monde, et puis chacun essaiera de s'y poser. Et puis ensuite, pour tenir ce positionnement-là, il faut mettre en place une ascèse, au sens grec du terme, une ascèse, un entraînement régulier et quotidien, pour cultiver cette présence au monde qu'on aura choisie. On peut faire pareil avec la violence. Une physique de la violence nous amène à considérer que la violence, elle peut sembler totalement anarchique. Le piège, c'est de plaquer nos grilles de lecture sur les autres, mais les autres n'ont pas le même parcours. On peut tomber sur quelqu'un qui a un rapport à la violence différent d'une autre. On peut tomber sur quelqu'un qui est dans une situation psychologique en détresse. On peut tomber sur quelqu'un qui est en situation de manque. On peut tomber... Bref, et qui va avoir une réaction totalement illogique au regard de notre grille de lecture. Donc la violence est anarchique. Et la violence, elle peut prendre une ampleur démesurée. Pour 3 fois rien, les conséquences peuvent être terribles. Parfois volontairement, parfois involontairement, les facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas, une fragilité cardiaque, une mauvaise chute, que sais-je. Et
Et donc, ce rapport à la violence, cette physique de la violence va nous mettre en éveil sur un certain nombre de choses. Et du coup, si on aspire à être prêt à faire commerce avec la violence si nécessaire, alors il faut s'en donner les moyens. Sinon, il ne faut pas le faire. L'entre-deux est dangereux. Et donc, si on veut pratiquer un art martial avec cette vocation d'art martial, ça veut dire qu'il faut mettre tout ça en place derrière. Et puisqu'on sait que la violence peut tout nous enlever, elle peut nous tuer, elle peut nous priver de notre intégrité physique, mentale, elle peut nous priver de notre liberté si nous tuons quelqu'un, même sans le vouloir. C'est arrivé à un collègue à moi, même à deux. Et donc on va en prison, on perd notre liberté, on perd notre travail, le rapport à la famille est compliqué, etc. Bien, il y a beaucoup de choses à perdre. Donc, tout le monde sait que la violence, ça peut nous enlever beaucoup de choses. Mais les gens le savent intellectuellement. Très bien, ils y pensent une fois de temps en temps. Et puis quand la situation arrive, ils peuvent être inhibés, mais ils peuvent être emportés aussi et causer l'irréparable. Donc, par exemple, ce rapport à la violence et à ce que peut engendrer la violence, c'est quelque chose qu'il faut ancrer en soi. Donc, c'est un travail intellectuel, raisonné, ce sera le propre de l'éthique, et celui-ci est un travail corporel. Aller voir ses enfants dormir tous les soirs, par exemple. Aller les contempler dans leur sommeil pendant 2-3 minutes. Juste ça. Tous les soirs. Parce que dans une situation critique qui ça nous explose à la figure, ça fera partie de ces petits travaux d'ancrage qui feront qu'on aura, dans l'instant, on n'aura pas oublié ce qu'on a construit dans notre vie personnelle. On n'aura pas oublié ce qu'il y a à perdre. Et dans la décision à prendre face à l'éternelle question de jusqu'à quel point ça ne vaut pas le coup de prendre le risque de tout perdre, et à partir de quel moment ça vaut la peine de prendre le risque de tout perdre, si on a dans ses chairs même ce que l'on a à perdre, peut-être qu'on s'engagera moins à la légère et que quand on décidera de s'engager, on sera un peu plus à soi, ce qui est une des premières clés pour gérer le volet émotionnel. Et donc, soit on vit les arts d'opposition et construction pour ce qu'ils sont, des loisirs, et c'est très bien, soit on aspire à pratiquer un art martial. Déjà il faut le trouver, il faut trouver la bonne personne qui va nous enseigner, mais ça veut dire que derrière, il y a toute cette ascèse, là j'ai cité que 2 petits exemples, mais des exemples il y en a beaucoup, il y a toute cette ascèse à vivre au quotidien. Et pour mettre ça en place, pour le vivre, pour tenir cette exigence-là, il faut vraiment aspirer à pratiquer ça. Il faut vraiment tendre vers l'authenticité dont on parle. Sinon, on s'embarrasse la vie de choses qui la compliquent plus qu'autre chose. Donc, c'est à chacun d'être clair avec lui-même, avec sa cohérence existentielle, de savoir ce qu'il veut. Parce que s'imposer une telle rigueur pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, est-ce que ça vaut le coup ? La réponse n'est pas absolue, ça dépendra de chacun, ça dépendra de son parcours, de là où il vit, de ce en quoi il croit, de ce qu'il craint le plus, etc. Et donc ça demande une exigence et une rigueur, à condition déjà d'avoir trouvé réellement quelqu'un qui est capable de transmettre quelque chose qui a gardé cette saveur authentique du combat. Mais ça demande derrière tout ça. Ça demande un travail psychologique, ça demande... Alors, il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa parce que, au contraire, il s'agit de mettre en place un dispositif sur lequel on sait pouvoir se reposer et qui donc nourrit notre quiétude. Traditionnellement, on s'imprègne plus d'un professeur que l'on côtoie d'ailleurs. Beaucoup. Beaucoup passent par le non-dit. Et il y a une dimension heuristique dans l'enseignement où Jauben expliquait très peu de choses. Par contre, il attendait à ce qu'on lui pose des questions et qu'on lui soumette des choses. Il validait ou il ne validait pas, mais il lui expliquait très peu de choses. Les pertes, pour revenir à la question des pertes, parce que souvent, il y a le sport de combat, il y a les arts martiaux, qu'on j'appellerais plutôt l'art d'opposition et de construction, et les vrais arts martiaux et la self-défense, c'est la même chose normalement. Simplement, justement, comme il y a eu beaucoup de pertes et qu'il y a cette confusion entre art de combat et art de construction d'opposition, on a mis deux termes différents. Donc, mais initialement, c'est la même chose. Et l'objectif, c'est de rester vivant et de protéger ceux dont on s'estime responsable. Et pour ça, il y a pas de fair play. Et une différence, il y a 2 différences majeures, je crois, entre les sports de combat et les arts martiaux. C'est que
Dans les sports de combat, les deux protagonistes sont d'accord pour s'affronter. Ils parlent la même langue, ils pratiquent la même discipline. L'un sera à un instant T meilleur que l'autre pour diverses raisons, mais tous les deux pratiquent la même langue et ils ont le loisir de s'étudier en amont, l'un l'autre. C'est vrai, oui. Ensuite, deuxième chose, l'un sera meilleur que l'autre, bon d'accord, mais il n'empêche que le cadre dans lequel ils évoluent vise à les mettre sur un pied d'égalité. D'où les catégories de poids, d'où les règlements, etc. L'arbitre d'armement pourrait dire. Voilà. Après, l'un sera meilleur que l'autre, mais et en cela, qu'on soit clair, hein, il y a le sport de combat, moi je leur tire mon chapeau parce que il faut à un instant T être meilleur que l'autre, être meilleur qu'un autre qui parle la même langue que moi et qui m'a étudié. Non, c'est pas simple. Mais voilà, le cadre, c'est-à-dire les deux combattants sont d'accord pour s'affronter, le font dans un cadre régulier, légal, qui les met sur un pied d'égalité et ils parlent la même langue. Ok. Donc il y a une vraie dimension symétrique, d'accord, qui réduit les inégalités de départ. L'art martial, c'est tout à fait l'inverse. A priori, l'agresseur et l'agressé sont pas d'accord. On n'est jamais d'accord pour se faire agresser. Ça, c'est une première chose. Ensuite, dans les situations de self-défense, les situations martiales, l'asymétrie est toujours recherchée par les protagonistes. L'agresseur, s'il n'est pas bête, il va réunir toutes les chances de son côté pour pouvoir remporter son agression. Et soi-même dans la défense, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté pour essayer de retrouver une supériorité. Donc il n'y a pas de fair play, il n'y a pas de sens de l'honneur. Il y a au contraire. On dit même que les agresseurs choisissent les plus forts. Ils ne vont pas aller se frotter aux gros costauds s'ils peuvent avoir un petit faible. Enfin, il y a différents types d'agression, de prédation, etc. Après, il y a des histoires de défis, de rites de passage, etc. Mais si c'est vraiment un travail de prédation ou d'agression pour récupérer un objet ou quelque chose, oui, effectivement. Donc, l'agresseur, l'agressé ne parlent pas la même langue, ce qui fait que soi-même, quand on travaille la self-défense, par exemple, ou quand on s'inscrit dans une démarche martiale, il ne faut pas être lisible. Il ne faut pas que l'autre puisse savoir quelle langue je parle martialement. D'accord ? Il faut que je puisse le surprendre au maximum. Donc il y a une certaine contradiction personnelle, par exemple, à être soucieux de ça et en même temps à proposer des stages et être maintenant lisible sur Internet. Mais cette contradiction, je l'avais longuement mesurée et elle répond à une autre motivation personnelle. Bon. Mais normalement, on devrait donc réunir le maximum de chances, grappiller tous les petits pourcentages qu'on peut trouver à droite et à gauche pour ne pas être lisible et pour surprendre l'autre, pour mettre l'asymétrie en sa faveur. Bon. Pour revenir à la question des pertes, si tu veux, pour moi les pertes dans ce qu'on appelle les arts martiaux, elles sont au moins de 3 ordres. Il y a les pertes techniques. Il y a les pertes techniques, les gens font des formes, des enchaînements codifiés, mais ils ne savent plus trop pourquoi. Des fois, on voit des explications, c'est une catastrophe. Donc, là-dessus, il y a eu beaucoup de pertes. Donc, c'est une chance quand on a accès à un système qui a gardé ces clés de compréhension qui rend la pratique des formes fécondes. Qui forment le corps aussi de manière qui forme le corps, le mental. Une forme, c'est un corpus qui se transmet. Oui. Qui ne doit pas être lisible par les gens qui ne font pas partie du cercle, qui ne peuvent être vues mais qui ne sont pas comprises, qui ne peuvent pas être lisibles, d'où cette dimension ésotérique des formes, ce qui fait que une application dans une forme, elle n'est jamais donnée complètement à un endroit. Il y a un principe de l'application qui est à un endroit de la forme, un autre qui est à un autre endroit de la forme, etc. Et puis on va avoir d'autres principes. Et l'idée, c'est que on va réunir tout ça. Souvent, les gens se font avoir parce qu'ils regardent aussi que les mouvements bien appuyés dans les formes, alors que souvent les clés sont dans les transitions. Plein de choses comme ça. Des fois, ce sont des inversions. Enfin bon. Donc, un corpus de formation mentale, formation physique, de transmission des techniques, mais sans les trahir, sans les révéler, d'où ce subtil jeu d'assemblage là. Donc il y a la perte sur les formes et puis il y a un exemple aussi, tu parlais de formation du corps, un exemple tout simple de perte au niveau des épaules. On entend dire dans les cours de kung-fu tout le temps baisser les épaules. C'est une hérésie de baisser les épaules martialement. C'est une hérésie totale. Pourquoi ? Parce que les épaules constituent un système de protection passif qui permet de protéger les cibles artérielles au niveau du cou, sitôt qu'une lame surgit, et qui permet aussi de protéger le menton d'un chaos cérébral.
Monter les épaules nous protège de manière passive, c'est-à-dire qu'on peut se consacrer à autre chose. On a une structure qui nous offre une sécurité passive. En tout cas, pas une structure à cet endroit-là, mais enfin si, une partie de structure. La structure, c'est une autre notion un peu plus complexe. On a une configuration qui nous fournit une sécurité passive. Par contre, en fait, pourquoi ça s'est perdu et pourquoi on dit qu'il faut baisser les épaules? Parce qu'en fait, il y a deux façons de lever les épaules. Soit on lève l'épaule tout seul d'un coup, et en fait on n'est pas très solide, soit on travaille le dos de tortue, c'est-à-dire qu'on fait, c'est une commodité de langage, comme si on baissait les omoplates, et qu'en baissant les omoplates, on les envoyait au niveau des grands dorsaux en périphérie, et une fois qu'on a cette position-là, alors on lève l'épaule, et là on s'aperçoit qu'on a une ceinture scapulaire très forte. Donc, en fait, ici, il s'agissait de baisser les omoplates pour pouvoir lever l'épaule. Les deux épaules en même temps. Et ça s'est perdu il faut baisser les épaules. Les deux autres endroits où il y a, à mon sens, beaucoup de pertes, c'est l'état d'esprit. Parce que là, ça renvoyait à un état d'esprit à cultiver, et cet état d'esprit, c'est celui que tu expliquais. Cet état d'esprit, voilà, cet état d'esprit, on s'en imprègne auprès de la personne que l'on côtoie. Voilà, auprès de qui on apprend, on s'en imprègne. Et puis après, il y a sa vie personnelle aussi, qui fait qu'on peut être plus ou moins soucieux de ces choses-là. Bon. Mais il y a un véritable état d'esprit à cultiver. Et ça, oui, c'est pas transmis parce que, ben voilà, les gens vont faire leurs séances et puis ils ne comprennent pas que l'essentiel se fait entre les séances. Et l'essentiel se fait en dehors des périodes d'entraînement, justement. J'ai envie de dire, même pour des pratiques, c'est pas seulement pour des pratiques martiales, mais même pour des pratiques de santé, dans le sens où si tu vas donc faire une pratique de Qigong, par exemple, pour te détendre, si tu le fais 1 heure une fois par semaine, mais que tout le reste du temps, tu es complètement stressé, que tu gueules au volant, tout ça, ça sert à rien. C'est un état d'esprit qu'il faut conserver tout le temps. Donc c'est pas seulement pour du martial. Oui, je pense que c'est une forme de bon sens. Hein. Oui. Excuse-moi, non, je t'en prie. Bergson dit du bon sens que c'est la mobilité de l'intelligence qui s'accorde à la mobilité des choses. Je trouve que c'est une jolie définition du bon sens. Et le troisième... il y avait l'état d'esprit qui s'est perdu. Le troisième, oui, c'est l'esprit. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, à mes yeux, le plus important, au moins aussi important que l'état d'esprit, c'est le geste intérieur. Les gens ne travaillent que la gestuelle extérieure, la technique. Les gens travaillent la technique et les conditions physiques. Et puis, patatras, la situation critique arrive. Et là, ils s'aperçoivent, moi je suis passé par là, ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent plus à sortir ce qu'ils ont, à reproduire ce qu'ils ont tant travaillé à l'entraînement. Et on se complaît là-dedans. Et pourtant, si le geste intérieur est bien travaillé, on arrive à dépasser ce problème-là. Le geste intérieur, comme justement le geste intérieur relevait de tous ces oripeaux superstitieux exprimés sous forme d'allégories cosmologiques dans les pratiques chinoises, ça a été supprimé. Et donc, on ne sait plus décoder les formes, on ne sait plus à quoi elles servent, on ne sait plus comment elles transmettent. On a perdu l'état d'esprit, on n'enseigne plus l'état d'esprit, qui impose cette rigueur du vivre au quotidien auquel les gens qui ne sont pas particulièrement soucieux de leur protection, et je peux le comprendre, n'ont pas envie de s'adonner. Donc on trouve un juste milieu qui satisfait à tout le monde comme ça. Et puis ce travail sur le geste intérieur, pour moi, sont les 3 grands pans de perte dans les arts de combat chinois. La pratique solitaire, eh bien... Opposée au sparring. Opposée au sparring, le sociomoteur. Oui. J'en ai fait pas mal de sparring, donc j'en vois les apports et j'en vois les limites. Et, il se trouve que ce qui se passe régulièrement, c'est-à-dire lorsque des sportifs de boxe ou de MMA défient des soi-disant maîtres de chinoiserie, il n'y a pas photo en général, le maître de chinoiserie se fait massacrer. Donc il a beau faire ses formes tranquilles dans son coin, une fois que le réel le rattrape, c'est un carnage. Donc ça, on peut pas le nier. Les événements récents l'ont montré. Oui, le problème, c'est que ces médiocres ne sont pas représentatifs du cœur des chinoiseries. Et le problème, c'est que comme on n'a pas de contre-exemple, eh bien, ça devient la norme. Cette médiocrité-là devient la norme.
le sportif de MMA qui a défié en Chine, chinois qui a défié les... Oui, je l'ai défié officiellement, moi, à Pékin, sur ses réseaux sociaux. Et il n'a jamais répondu. Je suis pas le seul à l'avoir fait. Il a bien choisi. Il a bien choisi les gens qui le défiaient. Évidemment, si on prend que ces exemples-là, il n'y a même plus à discuter, le réel s'impose. Le sparring écrase tout le reste. Bon. Seulement, il y a une autre réalité que l'on voit rarement. Alors je vais essayer de l'expliciter. C'est justement, parce que c'est très prétentieux de dire ça, mais je suis passé par les deux phases, donc j'ai pu les mettre en comparaison. J'ai fait beaucoup de sparring. Je sais notamment avec un monsieur qui m'a beaucoup enseigné dans ce domaine, Pascal, je ne sais pas s'il écoutera un jour cette interview, mais je lui dois beaucoup là-dessus. Eh bien, le sparring, effectivement, apporte énormément de choses, c'est un fait. De la même manière que de se préparer physiquement à encaisser, avoir l'habitude de donner des coups ou d'en prendre, ça peut aider, c'est indéniable. Un joueur de rugby, en général... Bon, il est généreux dans l'échange. On pourrait multiplier les exemples. Donc, bien sûr que tout ça, ça aide. Et si en plus la discipline pratiquée mène au combat, alors c'est très bien. En plus, le MMA, effectivement, cette complémentarité debout, sol, etc. Bon. En chinois, on dit qu'il faut préserver l'un et se défaire du deux. Ce qui en fait est une variation d'une phrase célèbre d'un taoïste alchimiste de la fin du IIIe siècle, qui dit qu'il faut préserver la racine et se défaire du rameau. Le deux, c'est la dualité. C'est moi par rapport à l'autre. Schopenhauer, à sa façon, fait cette distinction lorsqu'il sépare l'honneur de l'orgueil. Il dit l'honneur, c'est par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il trouvait l'honneur chevaleresque pas terrible, et l'orgueil, c'est par rapport à soi-même. Bon. Donc ce rapport à l'autre, ce rapport à soi. Quand j'étais videur, je me suis retrouvé surtout j'ai commencé jeune et j'étais impressionnable, et je me suis retrouvé à devoir gérer des gens qui déjà avaient un CV long comme le bras, en termes de prison, de violence, et qui en plus, mentalement et physiquement, en imposaient pas mal, quoi. Donc, déjà, dans cette simple approche, avant même d'engager le combat s'il y a lieu, dans cette simple approche, l'autre peut nous intimider. Psychologiquement, se joue déjà beaucoup de choses. Bon. T'es portier, et puis un jour Tyson vient, tu ne dois pas laisser rentrer Tyson parce qu'il est un petit peu bu. Tu reconnais Tyson. Si tu raisonnes en tant que toi, Olivier, et lui Tyson, si t'es prisonnier de cette dualité-là, tu pars mal déjà. Bon. Surtout si tu as vu les matchs de Tyson. Ouais, bah oui, je suis un fan. Et donc, déjà, là, psychologiquement, il y a un conditionnement à faire, un travail à faire. Il fait que l'autre, quel qu'il soit, Pierre, Paul, Jacques ou Tyson, il fait partie de mon environnement. Il est un accident de l'environnement. La pratique, on vise un sommet qui est embrumé, qu'on n'arrive pas à distinguer bien. Mais si on ne vise que ce sommet-là, on n'est pas sûr d'y arriver. De toute façon, on peut mourir avant, on peut se perdre, Donc c'est bien aussi de profiter des paysages qui nous entourent en marchant vers ce sommet-là. Et c'est que ça qui compte. Si on se fixe une échéance d'être le meilleur, cela, non, ça marche pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on se construit dans la pratique à ce moment. Et donc, c'est un travail éthique. Si tu estimes que ta pratique est au maximum de ce qui correspond à l'objectif que tu t'es fixé, de l'objectif raisonnable, pas de l'objectif absolu, de l'objectif de ce que tu peux faire, de ce que tu peux être à cette période-là, la seule personne à qui tu as à rendre des comptes, c'est toi, c'est pas un autre. D'accord ? Donc, si ta pratique est honnête au regard de ton éthique, ma foi, tu n'as pas à rougir vis-à-vis de toi-même. Par contre, tu es mal à l'aise si tu sais que tu aurais pu faire plus, et que tu n'as pas fait plus. Tout dépend aussi, encore une fois, de ce à quoi on est prêt à s'engager. Donc, on travaille pour soi, l'autre fait partie de l'environnement. Il n'existe pas en tant que Pierre, Paul, Jacques ou Tyson, il existe en tant qu'accident de l'environnement. Et donc moi, si je suis clair avec moi-même, si je suis clair avec ma pratique, l'environnement m'enverra quelque chose,
et je réagirai, quel qu'il soit, mais je ne réagirai plus par rapport à cette individualité-là. Ça, c'est déjà un premier pas sur la démarche psychologique. Je comprends donc cette façon de raisonner, mais comment peut-on aborder ça d'un point de vue peut-être plus pratique ? Une fois qu'on est dans l'action. J'enseigne un petit truc que j'ai mis au point qui, moi, m'a été très utile. Ce sont les 3 échelles du présent. Il y a la première échelle, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Donc là, notre démarche, elle est essentiellement philosophique. On a chacun des textes qui nous ont touchés et on cultive notre présence au monde à l'aune des penseurs qui nous ont inspirés. D'accord. La deuxième échelle, c'est celle de la séquence, ce que nous vivons là, par exemple. C'est une unité qui est structurée par un lien logique, spatial. Nous sommes au même endroit et nous discutons. C'est une séquence. Dans la séquence, on met en œuvre une forme d'intelligence situationnelle qui est essentiellement analytique. La séquence nous donne le temps d'analyser, d'observer, de mémoriser, d'anticiper. Pour essayer d'anticiper les dangers, de savoir par où partir. Bon. Et puis, vient la troisième échelle du présent, qui est celle de l'instant, donc celle du déclenchement de l'action. Dans le déclenchement de l'action, dans l'instant, on n'a plus le temps d'anticiper, d'analyser, de mémoriser, c'est terminé. Donc on est sur un autre type d'intelligence situationnelle. Cet autre type d'intelligence situationnelle consiste à comprendre que nous sommes alors dans une configuration pour laquelle nous avons déjà pris une décision longtemps avant dans notre base arrière. C'est une des clés pour rattraper le temps de retard. En fait, l'intelligence de situation se décline donc de ces 2 manières-là, analyse ou pilotage automatique, parce qu'on a compris qu'on était dans une situation pour laquelle on avait déjà décidé, mais on peut le faire qu'à certaines conditions, enfin qu'en ayant satisfait certaines conditions. La partie la plus épineuse, c'est la prise de contact. Tant qu'il n'y a pas de risque de contact immédiat, on est relativement encore à l'abri. Peut-être pas la seconde suivante, mais dans l'instant. Au moment où la prise de contact a eu lieu, on s'est rentré dedans. Si on a bien travaillé, on a développé une intelligence corporelle, et là on a des options de modulation, pas avant la modulation, sinon c'est suicidaire, des options de modulation ou d'adaptabilité. Mais le vrai moment critique, c'est le moment de la prise de contact, où on va au contact. J'ai pas bien compris quand tu parles de ces suicidaires. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est par exemple, d'avoir une réaction, de mettre les poings devant alors qu'il ne s'est rien passé, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est en petite parenthèse, c'est la modulation. La modulation, c'est très compliqué à gérer. Parce que... Qu'est-ce que la modulation ? Oui, la modulation, c'est quand on estime qu'on est sur un seuil de criticité qu'on évalue moyen, qu'on estime moyen, et que donc il n'y a pas lieu de se faire trop mal ou de prendre trop de risques, et donc il n'y a pas d'autre choix quand même que de taper ou d'aller maîtriser l'adversaire ou l'agresseur, mais on estime qu'il n'est pas si dangereux que ça, et donc on va y aller en modulant l'intensité de notre action. C'est souvent ce qui se passe, et ça c'est un piège, il ne faut surtout pas, de mon point de vue, faire ça. Lorsqu'on ne sait jamais sur qui on tombe, et alors qu'on estime que le seuil de criticité n'est pas très élevé et on va neutraliser quelqu'un, pas à la fleur au fusil, mais facilement, en fait, ce quelqu'un-là, tout à coup, se révèle extrêmement féroce et dangereux. Et alors là, on y allait la fleur au fusil, donc on est particulièrement vulnérable. Donc, pour moi, la modulation ne se fait surtout pas sur l'intensité de l'action. Il ne faut jamais déclencher une action à moitié, en estimant que finalement ce n'est pas si dangereux. L'action doit toujours être déclenchée au maximum de son intensité. Mais alors, où moduler ? C'est là la question, parce qu'après, il y a tous les problèmes, les après, les représailles, le côté judiciaire, toutes ces choses-là, si on décide de prendre l'initiative. Donc, où moduler ? De mon point de vue, on ne peut moduler que si on prend l'initiative, que lorsque l'on a pris le centre. C'est-à-dire de 3 manières. On a confisqué l'espace qu'il y avait entre lui et moi. Je suis rentré.
On a cassé la structure, donc on a pris le centre spatial, on a pris le centre structurel, et une fois qu'on a ces deux centres-là, on a peut-être l'avantage sur le centre psychologique. Et alors à ce moment-là, une fois qu'on a s'est emparé de l'espace, une fois qu'on a cassé la structure, on a une possibilité de modulation pour voir si on continue à faire mal, à détruire, ou si au contraire, on peut poursuivre la neutralisation de manière plus douce. Typiquement, si finalement l'agresseur ne se révèle pas si dangereux, qu'il est tout seul, et j'ai possibilité de le neutraliser sans lui faire mal, il vaut mieux faire ça. Si en revanche je m'aperçois qu'il est très dangereux, que finalement ils sont plusieurs, ben là je vais y aller peut-être un peu plus fort. Mais pour pouvoir se payer ce luxe-là, d'une modulation une fois qu'on a pris le centre, il faut évidemment avoir des tactiques. Pour moi, la stratégie, c'est la prise de centre. Après, il faut des tactiques qui viennent servir cette stratégie-là. Et ces tactiques, ce sont les protocoles qui vont nous permettre, des polyvalents si tu veux, qui vont nous permettre d'aller au contact en essayant de limiter les risques au maximum. Parce que la vraie difficulté, comme je disais tout à l'heure, c'est la prise de contact. Si on est face à un agresseur expérimenté, aiguisé, chevronné, il va pas nous faire de cadeau, il va pas nous faciliter la tâche. Donc on ne sait pas ce qui va partir, ce qui risque de partir. Pied, genou, coude, main, tête, lame, pas lame. Bon. Et donc, en fait, tout à l'heure je parlais des 3 échelles du présent. La deuxième, la séquence, c'est là que tout se joue en termes de choix de protocole. Typiquement, on peut dire que toutes les situations sont différentes. Ça, ce sont les variations de surface, elles sont infinies. Mais toutes les situations sont traversées par des mêmes lignes de force, qui sont elles, en nombre beaucoup plus restreint. Et ces lignes de force sont autant de principes sur lesquels on peut et on doit travailler parce que précisément, ils sont en nombre restreint. Plutôt que de s'égarer dans Qu'est-ce que l'infinité. par ligne de force et des Eh bien, par exemple, c'est ce que j'appelle des facteurs situationnels transversaux qui vont se poser dans tous les cas. Est-ce que je prends l'initiative? Est-ce que je me mets dans une démarche proactive, préemptive, ou est-ce que, au contraire, j'estime que ça vaut le coup de prendre le risque de désescalader? À ce moment-là, je m'inscris dans une démarche réactive. Ça, par exemple, je parle pas de situation critique qui explose par surprise, c'est un autre sujet. Là, je parle d'une situation critique qui s'est montée. Et, par exemple, autre facteur situationnel transversal, la distance. Quelle distance nous sépare, lui et moi? Longue, moyenne, proche. Ensuite, est-ce que je suis sûr que ces deux mains sont libres? Ou est-ce que je ne vois pas une des mains et je donc subodore qu'il peut y avoir une arme? Je pars du principe qu'il peut y avoir une arme. Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Est-ce que je peux fuir? Est-ce que je ne peux pas fuir? Si je suis tout seul, peut-être que je peux fuir. Si je suis avec des enfants, peut-être que je ne peux pas fuir. Ça, ce sont des principes qui vont se poser tout le temps. Les situations vont être différentes les unes des autres en surface, mais en profondeur, on va avoir ces facteurs situationnels transversaux sur lesquels il nous faut travailler et pour lesquels il nous faut prendre des décisions. Donc en fait, dans la séquence, si je reprends mon image des trois échelles du présent, dans la séquence, la situation étant mouvante, elle évolue sans cesse, la situation, je suis sans cesse en train de choisir le protocole qui correspond, le polyvalent qui correspond le mieux au déclenchement s'il y a. C'est là que je choisis mon protocole. Par contre, quand je passe de la séquence à l'instant, c'est-à-dire que là, ça y est, c'est parti, c'est déclenché, je n'ai plus à choisir mon protocole, c'est trop tard, c'était avant. Donc là, le protocole ayant été choisi, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas systématiquement imaginer que l'on va sortir une technique de défense adaptée à l'attaque de l'agresseur. Ça ne marche pas. On peut avoir des moments de grâce, mais systématiquement, ça ne marche pas. En revanche, on peut travailler des réactions sur des actions. Donc une fois que j'ai activé mon intention, mon travail sur l'influx nerveux, une fois que dans la séquence j'ai choisi le protocole ad hoc, au moment où on passe à l'instant du déclenchement, cette phase critique de prise de contact, elle se fait en pilotage automatique, par le protocole que j'aurais choisi dans la séquence. Je ne sais pas si je suis clair. Je sais, tout cela, ça fait partie du travail mental. Oui, tout cela, ça fait partie du travail. Voilà. Alors, tout ça va m'amener à te répondre à pourquoi la pratique solitaire. Oui, c'est pour ça. D'accord. J'ai ça en tête. Parce qu'on dit que l'adversaire n'existe pas. On nie l'adversaire. Donc, je t'ai expliqué tout à l'heure déjà dans la dualité, l'emprise psychologique que ça pouvait avoir. Et ensuite, maintenant, dans l'action, qu'est-ce que ça veut dire nier l'adversaire? Donc, mon protocole, je choisis dans la séquence. Dans l'instant du déclenchement, je ne peux plus choisir mon protocole. Donc je suis sur celui que j'ai choisi. Par contre, au moment du déclenchement,
mon intensité d'intention, donc d'un flux nerveux est montée, je déclenche. Et à ce moment-là, je ne me soucie plus de ce qu'il fait, puisque j'ai choisi le protocole. Donc je ne me soucie plus ni de qui il est, ni de ce qu'il fait. Je le nie complètement, il fait partie de l'environnement. Et donc je rentre. Si je suis encore en train de m'occuper de lui, je ne suis plus à fond dans ce que je fais. Ça, c'est important pour mener à bien la stratégie. J'ai choisi les techniques qui venaient servir à ma stratégie de prise de centre. Une fois que c'est choisi, je déclenche à fond. Et psychologiquement, à ce moment-là, je suis tout seul. Quelque chose qu'il faut avoir ressenti pour peut-être mieux comprendre ça, mais lorsqu'on travaille l'intention vraiment intensément, c'est comme si on était un récipient. Un récipient vide, quelque chose peut s'y mettre. Donc, par exemple, les phénomènes émotionnels, l'inhibition, l'effet tunnel, les jambes qui tremblent, etc. Tous ces phénomènes émotionnels peuvent venir remplir le récipient. Lorsque je travaille l'intention, c'est un flux nerveux, je me remplis de moi-même. On pourrait assimiler ça peut-être au sentiment océanique de Roland. Mais je me remplis de moi-même et je ne fais plus qu'un avec ce qui m'entoure et plus rien n'existe. Ça paraît un peu abstrait de dire ça, mais le travail d'intention poussé à son maximum dans ces situations-là, plus rien n'existe. Tu deviendrais imperméable à l'environnement ? Plus rien n'existe. L'environnement n'existe plus. Et pas de l'imperméabilité. J'attends juste le moment où moi j'enclenche et je suis en démarche préemptive, où j'attends l'action de l'autre pour réagir si je suis en démarche réactive. Mais cet autre-là, c'est plus une individualité, c'est l'environnement. C'est mon signal de départ. C'est juste mon signal de départ. Et il faut que ça va être la condition sine qua non pour pouvoir reprendre ce temps de retard que j'ai sur lui, surtout s'il déclenche en premier. Donc ça va être ce travail d'intention. Et en plus, sur le plan de la gestion du volet émotionnel, comme on se remplit de soi, ça dissipe tous les phénomènes d'inhibition. C'est étonnant quand on met ça en place. On est centré. Et à ce moment-là, l'autre, encore une fois, je m'adapte plus à lui dans l'instant. Je m'adaptais à la situation, je m'adaptais non pas à lui, mais à la situation dans la séquence. Une fois que mon protocole est choisi pour le déclenchement, je ne m'occupe plus de rien. Je mets juste l'intensité au maximum. Alors, c'est ce qu'une fois, je me rappelle, tu avais parlé on avait fait un stage de on-off, l'interrupteur, que donc c'était pas aussi, là tu avais bien décrit oui. En détail, mais là tu avais résumé, c'était on-off, c'était genre, oui. C'est ce que tu appelles l'intensité maximum. Alors, on-off, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc j'y reviens après, d'accord. J'ai choisi mon polyvalent dans la séquence parce que c'est ce qui correspond le mieux à la situation, non pas à l'autre, mais à la situation globale. L'autre fait partie de cette situation, rien de plus. Et par contre, au moment de l'action, je ne m'occupe plus de l'autre, je rentre. Et à fond. Et alors évidemment, pour revenir à la modulation de tout à l'heure, mes protocoles choisis vont me permettre ou pas de moduler après, mais ça fait partie de mes choix. D'accord ? Si j'estime qu'il y aura à moduler, j'ai choisi un protocole, on n'a pas 36, mais je choisis un protocole qui me permettra de moduler une fois la prise de centre réalisée. Si en revanche j'estime qu'il n'y a pas de modulation à faire, je choisis un protocole qui se prête à la situation. C'est la même chose quand il y a une arme. La dangerosité d'une lame, et j'ai eu droit à plusieurs reprises à la lame, la dangerosité d'une lame, c'est pas quelque chose qu'on va découvrir dans la situation. C'est trop tard. La dangerosité d'une lame, c'est quelque chose que l'on doit avoir médité dans sa base arrière, en amont. Ce qui fait que lorsque l'on subodore une lame ou lorsque la lame surgit, souvent elle surgit au dernier moment, eh bien, on ne s'occupe plus de la dangerosité de la lame. C'est quelque chose qu'on a parfaitement intégré. C'est pas quelque chose qu'on doit découvrir sur l'instant. Non. On ne s'en soucie plus, c'est intégré. Par contre, on a intégré qu'il y avait la lame. Donc on sait que c'est dangereux, on le sait, on l'a intégré. Et je ne vais plus être prisonnier de la dangerosité de la lame. Je vais effectuer mon protocole qui prend en compte la présence de la lame. Et parce que si je suis prisonnier de la lame, encore une fois, je ne suis plus à 100%. Et le problème, c'est que quand on est prisonnier de l'autre ou prisonnier de la lame, on tombe dans justement le travers du sparring, c'est-à-dire on tombe dans le à toi, à moi. Dans le à toi, à moi. Et ce qui fait qu'il n'y a jamais réellement de prise de centre. Il n'y a jamais réellement de prise de centre, et c'est là que ça devient très dangereux. Je suis conscient que mon système, ça passe ou ça casse. Mais comme je disais tout à l'heure,
ce système-là correspond à certaines personnes, pas à d'autres. D'autres choisiront d'autres systèmes. Parce que ça correspond à une mentalité, parce que ça correspond à un tempérament, parce que ça correspond à une conformation, parce que ça correspond à une orientation de travail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a un gros travail de conditionnement mental, parce que c'est pas naturel d'aller quand il y a une lame ou d'aller sur c'est pas naturel, donc il y a un gros travail de conditionnement. On n'a pas parlé de tout ce qui est sidération à gérer, toutes ces choses-là, mais aussi il y a un gros travail de conditionnement en base arrière. Il y a un gros travail de visualisation sur les possibilités de perte d'intégrité physique. Tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà travaillées, qu'on a déjà intégrées et qui ne sont plus des problèmes à l'instant T. On les a déjà digérées. Mais ça demande un énorme travail de conditionnement. C'est pour ça que ce geste intérieur dont je parlais tout à l'heure, il y a tous ces pans-là, mais ça demande, c'est pour ça qu'on parle d'ascèse martiale, parce que c'est pas simplement répéter la technique jusqu'à ce qu'elle soit correcte, être en mesure de courir un marathon, oui, très bien, c'est formidable, mais c'est pas les facteurs les plus fondamentaux à gérer dans la situation critique en elle-même. Et il faut régler la gestion du volet émotionnel, la reprise de temps de retard. Et il faut réduire les risques de sidération, les risques d'inhibition. Et donc ça, c'est un gros travail d'introspection à faire au quotidien, de manière assez intense. Les protocoles, il y a 3 choses vraiment importantes à comprendre. La première, c'est qu'il faut définir un cahier des charges. On est dans sa base arrière. On prend un papier, un stylo, on définit un cahier des charges. Imaginons-nous par exemple, donc il faut envisager les différentes situations et puis les facteurs situationnels transversaux, mais prenons un cas d'école simple. Nous sommes à distance proche, c'est-à-dire ce que j'appelle distance proche, c'est qu'on peut toucher l'autre du bout des doigts en gardant le coude au flanc. On part du principe qu'on s'inscrit dans une démarche réactive, donc là c'est compliqué parce qu'on est très près. D'accord ? Bien. Je ne sais pas si l'autre a une lame ou pas. Mais je prends la décision, et là on est tous responsables des décisions qu'on prend, de m'inscrire dans une démarche réactive. Mon cahier des charges est simple. Quelles sont les zones à protéger en priorité ? Eh bien, c'est ce qui va être par exemple le menton, risque de chaos. Ça va être le cou avec les cibles artérielles. Ça va être le cœur, ça va être les autres cibles artérielles que sont brachiales, fémorales, voilà, les poumons. Bon. À chacun, en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de son parcours, de définir son cahier des charges. Donc moi, je propose celui-ci, par exemple, là. Une fois que j'ai défini ce cahier des charges, qu'est-ce que j'ai dans ma trousse à outils qui me permet de répondre à ce cahier des charges pour concevoir un protocole ? Bon, ok, j'ai l'article, très bien. Donc je travaille ça, je l'ancre. Je fais un gros travail d'ancrage avec ça. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que si on a choisi ce protocole, on a foi en ce protocole. Wu Jiaobun disait tout le temps « Pu pa, pu yao pa ». Ça veut dire « on n'a pas peur, n'aie pas peur. On n'a pas peur, n'aie pas peur. Il n'arrêtait pas. On n'a pas peur, n'aie pas peur. On n'a pas peur, n'aie pas peur. » Ça, au premier degré, c'est ouais, il faut être courageux, faut pas avoir peur. Mais non, c'est pas ça le vrai sens. Le vrai sens, c'est il faut avoir foi en ce que tu fais dans l'instant. Si tu doutes, c'est fini. Donc ce protocole-là, il faut le choisir en âme et conscience, et il faut l'ancrer. Et on part du principe que si c'est lui qu'on choisit dans la séquence, si c'est lui qu'on déclenche dans l'instant, c'est qu'on a raison de le faire, et on mise tout sur lui. Et la troisième chose importante pour le protocole, surtout là dans une démarche réactive à courte distance, c'est que si on n'a pas fait le travail sur l'intention, on est une coquille vide. On aura toujours un gigantesque, abyssal trou de retard. Et c'est foutu. Donc, pour que ce protocole puisse fonctionner, c'est-à-dire pour que la réaction puisse être opposée à l'action, et non pas une technique contre technique, on ne peut pas, eh bien, il faut faire ce travail sur l'intention, sur l'influx nerveux. Et alors, un petit plus, c'est que ce travail-là d'intention, c'est pas du tout un travail d'intentionnalité, de volonté ou de hargne. C'est pas un travail d'intentionnalité parce qu'on ne se projette pas vers un but. D'accord ? C'est pas un travail de hargne, de colère.
Ça, d'autres courants le font pour désinhiber les gens, pour qu'ils soient à même de se défendre. On travaille sur le sentiment d'injustice, sur la colère, etc. Bon, c'est pas ça non plus. C'est quelque chose de très froid qui se cultive par cette stimulation de l'influx nerveux, justement. Mais ce n'est pas non plus une visualisation. C'est un exemple tout simple pour essayer de comprendre. Là, on a une tasse posée devant nous. Eh bien, c'est comme si tu mets ta main à côté et tu donnes l'ordre, tu travailles l'influx nerveux pour aller te saisir de la tasse. Mais tu décorrèles l'actualisation musculaire et donc tu ne réaliseras pas le mouvement. Et pourtant, tu travailles sur l'influx nerveux pour déclencher ce mouvement. Tu vois ? Alors, on essaie de l'acquérir comme ça en l'orientant au début, mais après, c'est quelque chose qui inonde tout le corps. Et qui ne demande qu'à partir. En fait, c'est la métaphore de l'arc bandé intérieur qui fait que on a cette intention et qui demande. La flèche ne demande qu'à partir. Seulement, on n'a pas déterminé comment. Et ça, on est prêt à décocher la flèche et le comment, ce sera le protocole qu'on aura choisi dans la séquence. On n'a pas à s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Mais ce travail de protocole, je voulais encore dire quelque chose, c'est que cette attention n'est pas une visualisation, c'est un travail sur l'influx nerveux. En revanche, les protocoles doivent être entretenus par un travail de visualisation au quotidien. C'est l'artisan qui prend soin de ses outils et qui s'assure que les outils sont à portée de main. Si je dois aller chercher mon protocole trop loin parce que j'y pense une fois par semaine, ça ne marchera pas. Donc, à longueur de journée, dans les différentes situations, dans le métro ou ailleurs, dans telle situation, on se visualise en train de pratiquer ce protocole. De manière à ce que le protocole soit toujours là, à proximité, toujours là, qu'on n'aille pas le chercher loin. Et donc, lorsqu'on a réuni tout ça, il faut savoir aussi que l'adversaire n'existe pas. Le fondement de tout ça, c'est un travail éthique. C'est la physique de la violence dont je parlais tout à l'heure. Ce que je peux perdre, si je le fais, je prends le risque de perdre ça, c'est que je suis en cohérence avec moi-même. C'est déjà une clé pour aller plus sereinement au combat. Et puis, on est vraiment cohérent de bout en bout dans la démarche. Si cette cohérence-là vient à défaillir, alors ça ne marche plus. On doute, c'est foutu. Donc c'est ça le poupra. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment être conscient qu'on a mis un dispositif en place, qu'on peut s'appuyer dessus, avoir foi en ce dispositif. Alors, on le remet en question systématiquement quand on le conçoit, quand on le peaufine en base arrière ou à l'entraînement. Mais dans l'action, on ne peut pas. C'est un luxe qu'on n'a plus. C'est un luxe qu'on n'a plus. Et donc, une fois qu'on a ce protocole, une fois qu'on a tendu l'arc intérieur, une fois l'arc intérieur est tendu, le protocole qu'on a choisi correspond à la situation, il y a action, il y a réaction, il y a déclenchement. On met tout ce qu'on a, sans s'occuper de ce qu'on a en face à ce moment-là. Dans le déclenchement, uniquement dans le déclenchement. D'accord ? C'est-à-dire qu'on gère l'autre psychologiquement comme un accident de l'environnement, et dans l'action, on ne s'occupe plus de l'autre, on a déclenché. Alors il se trouve que ça s'acquiert par un conditionnement, mais ça s'acquiert aussi pendant des années par la pratique. Au début, quand on travaille les applications, bien sûr, le travail en solitaire, on le travaille après avoir travaillé à deux. Le travail à deux sur les applications martiales nous permet de gérer l'avalement des distances, nous permet de familiariser le corps à l'impact, nous permet de voir comment l'autre réagit, etc. Donc il faut passer par cette phase à deux, mais il faut la dépasser. Parce qu'après, l'adversaire n'existe plus. Une fois qu'on a dépassé la phase de la dualité du travail à deux, eh bien, on est seul avec soi-même dans l'instant de l'action. Et ça passe ou ça casse, néanmoins, ça nous permet d'être serein dans cette action-là. Tout dépend de ce qu'on cherche. Moi, je tiendrai pas 2 rounds de boxe. Tu vois, j'en serais totalement incapable. Mais j'ose croire que j'aurai éventuellement des chances de m'en sortir dans la fraction de seconde, dans l'agression, dans les 2 secondes de l'agression. Parce que c'est un dispositif fait pour ça. Voilà. Mais qui doit aller au-delà du à toi à moi, qui donc doit. C'est pour ça que la dimension éthique est importante, parce elle repose sur une importance existentielle. C'est soit la vie, la mort, soit dans le monde. Et alors ça fait très très abstrait, mais pourtant quand on le vit vraiment corporellement, lorsqu'on travaille sur cette intention dans l'action-là. Oui, plus rien n'existe, et on déclenche. Alors, le vrai danger, évidemment, c'est d'avoir mal analysé la séquence, et d'avoir mal choisi son protocole, et comme on y va à fond,
Et ben, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière si on s'est trompé. Et c'est là où tu disais ça passe ou ça casse. Passe ou ça casse. Et de toute façon, il n'y a pas de solution miracle, parce que s'il y avait une solution miracle, on ferait tous la même. Et donc après, à chacun de trouver la solution qui lui correspond le mieux. Si je comprends bien, si j'essaie de résumer, en fait, entre sport de combat, donc quand c'était un peu notre dichotomie au départ, sport de combat et art martial, déjà on peut dire que c'est deux choses qui ont un objectif différent. Oui, une vocation différente. Une vocation différente, donc pour reprendre tes termes. Donc dans l'un, on répond, en fait, on s'adapte à quelque chose qui est en face, et dans l'autre, il n'y a rien en face. Dans l'idéal. Oui. Et donc, donc, comme ces deux choses qui sont complètement, qui prennent des chemins complètement divergents, on ne peut pas les mettre en opposition. Donc, ce serait déjà, c'est futile de vouloir se faire confronter à un boxeur. Et puis il y a autre chose qui rend la chose impossible, et alors ça nous permet d'évoquer la notion du défi. C'est que. Oui, c'est vrai. mais parce que les sportifs sont des athlètes. Ils ont construit une condition physique, ils ont construit une habileté technique qui fait que... Bon, pour ça je dis je pouvais pas tenir 2 rounds de boxe. Aussi, tu parlais d'assaise, mais c'est aussi... mais c'est clair que c'est une assaise. Donc ce que je veux dire, c'est que... mais c'est certain, moi je profond... Oui, non, il y a un profond respect. On est d'accord. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais tout le problème, justement, c'est que autant je pense... Prendre un exemple tout simple. Si un jour je me retrouve en bisbille avec un sportif de bon niveau en sport de combat, je pourrais, peut-être, j'espère, éventuellement, m'en sortir la première fois. Mais par contre, je serais très emmerdé s'il y avait une deuxième fois. Parce qu'il n'y aurait plus l'effet de surprise. Et c'est là où les sportifs de haut niveau font quelque chose qu'on ne peut pas se permettre, et en cela, moi, je leur tire mon chapeau, qu'on ne peut pas se permettre en self-défense, c'est que... c'est pour ça que je dis, ils s'étudient en amont, les sportifs, avant de s'affronter. Et ils se rencontrent parfois plusieurs fois. Ils se connaissent bien. Donc c'est heureusement qu'il y a un cadre... Ils sont parfois potes, comme... Heureusement qu'il y a... Oui, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre dans le cadre de la défense. Moi, je n'ai pas la condition physique d'un boxeur de haut niveau. Je ne l'aurai jamais. Et donc je peux pas miser comme ça sur une confrontation qui peut durer, etc. Mais c'est pas possible, je serais mort avant. Donc il faut que moi ça passe ou ça casse tout de suite. Mais donc ça veut dire qu'il faut que je puisse le surprendre, qu'il ne sache pas la langue que je parle, que je puisse le surprendre. Et donc il faut à aucun moment être lisible, il faut à aucun moment être étudiable. Donc si on croit qu'on peut opposer les arts martiaux au sport, ça veut dire qu'on rend la pratique martiale, on la soumet à l'étude, à la répétition sous l'œil des autres, et à ce moment-là, elle trahit l'esprit même de la capacité de se défendre, où il faut pouvoir surprendre l'autre. Je ne sais pas si je suis clair. En ça, les deux sont totalement opposés. Je pense que c'est là où c'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans le sens où les sportifs de combat, souvent en fait, quand on entend, que ce soit MMA, boxe, ils se moquent des artistes martiaux en disant parce que voilà, tu vas vouloir me faire une technique qui tue, donc c'est pour ça que tu veux pas la mettre en place. Donc tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, je crois pas aux techniques qui tuent. Mais il faut, comme justement, on est souvent moins entraîné que l'athlète de haut niveau qu'on peut avoir en face de soi. Il faut avoir d'autres outils pour le surprendre. Mais si on veut pouvoir le surprendre, il faut ne jamais avoir été lu pour pouvoir le surprendre. C'est pour ça que Ujjaobon est très soucieux du secret, mais c'était pas parce que il enseignait des pouvoirs, des pouvoirs de super-héros. Non, c'est parce qu'il disait. Tu l'évites pas. Non, il disait il faut pas que l'autre sache que c'est ça que tu vas faire, parce qu'à ce moment-là, ça ne passera plus. Donc, te défendre, tu ne dois, dans l'idéal, ne jamais être en situation où une même personne va te voir à l'œuvre 2 fois. Ou même une fois. Il faut être le plus discret pour pouvoir surprendre. C'est pas que c'est des techniques supérieures aux autres, c'est pas ça. C'est que l'autre ne sache pas ce que tu vas faire. Et le problème du sport, et c'est là que je trouve que c'est une des principales
ça fait partie des choses que je trouve les plus épatantes, moi, dans le sport, c'est que justement, ceux qui s'opposent ont tout loisir de s'étudier. Et donc, être meilleur que l'autre, être meilleur qu'un autre qui t'a pourtant bien étudié. Mais je leur tire mon chapeau. Moi, c'est beaucoup plus simple. C'est un souci de défense. C'est que si je veux surprendre l'autre, il faut pas qu'il ait vu ce sur quoi je pouvais reposer mes tactiques, quelle stratégie je pouvais employer. C'est pas que je serais meilleur que lui dans l'absolu. Sur un ring, il m'aura. C'est pas que mes techniques sont des techniques secrètes, magiques, formidables. Non, c'est pas ça. C'est je veux pouvoir le surprendre. Et pour pouvoir le surprendre, il faut lui avoir donné aucun signe avant. Et donc, avant de nous quitter en guise de conclusion de cet entretien très riche, comment on pourrait définir donc l'authenticité ? On pourrait la définir par une petite anecdote historique. Il y a une phrase du livre des Mutations, qu'on a évoquée, je crois, en début d'entretien, qui expose la voix du saint homme. Cette phrase était ainsi comprise à l'époque. Le saint homme sait quand parler, quand se taire, quand entrer, quand sortir. Grosso modo, il sait quand accepter un poste au profit de la collectivité et quand se retirer de la collectivité. Il s'agissait donc, à l'époque de Confucius, c'était l'interprétation majoritaire de cette phrase, il s'agissait donc d'être en accord avec le cours naturel des choses et de développer et de cultiver une intelligence situationnelle, savoir quand entrer, quand sortir, quand parler, quand se taire. Ce quand traduit le pronom huo. À l'époque, on était dans un système où la physique vitaliste était en train de se systématiser. Elle le sera complètement sous les Han, avec un système assez simple. On a la figure du souverain au centre, et puis au centre des trois puissances, la terre, le ciel et l'homme, et le souverain représente donc l'homme dans cette triade. Une harmonie organique, parfaitement stable et harmonieuse. Et puis, patatras, à la fin de la dynastie Han, on a l'Empire qui s'effondre, on a des invasions barbares venues du Nord, avec des incursions de plus en plus profondes, et puis on a l'installation de différents royaumes. Et ce modèle idéal d'une harmonie organique, tel que l'avaient rêvé et envisagé les lettrés, s'effondre. À partir de là, cette même phrase du livre des Mutations va être comprise différemment. Le pronom huo ne sera plus compris comme tantôt ou quand, mais il sera compris pour les uns et pour les autres. Et cette même phrase du livre des Mutations donne alors la voix du saint homme consiste pour les uns à parler, pour les autres à se taire, pour les uns à rentrer, pour les autres à sortir. Il ne s'agit donc plus à cette époque de trouble d'être en accord avec la situation, mais il s'agit dès lors d'être en accord avec soi-même. Donc on a deux lectures tout à fait justes grammaticalement d'une même phrase, être en accord avec la situation, ou alors être en accord avec soi-même, et quelques siècles plus tard, sous les Tang notamment, à partir du 7e siècle, on aura une troisième interprétation qui va s'imposer, qui va conjuguer les deux. Et donc l'authenticité, c'est un petit peu ça, c'est chercher et trouver une pratique qui nous corresponde, qui soit cohérente avec nos aspirations existentielles, et puis chercher aussi une pratique qui soit, dans la mesure du possible, restée fidèle à sa vocation première. Donc ce souci de fidélité à soi-même, de fidélité à ce qu'on pratique, en rappelant, ma foi, que l'authenticité, c'est une démarche avant tout personnelle et intime, et que en cela ne peut pas poser un mieux ou un pire dans l'absolu. Voilà, ça devrait orienter nos pratiques. Eh bien, merci pour ces paroles de philosophie et cette leçon aussi de chinois. Donc, merci encore pour ta participation à cet entretien. Merci à toi pour ta patience, ta gentillesse. Et j'espère te revoir bientôt pour un nouvel entretien. On parlera éventuellement de taoïsme. Ah, pourquoi pas, avec plaisir. Je vois que tu connais beaucoup. Oh non. Merci encore, Olivier. Je t'en prie. Et à bientôt. Au revoir.